merci d'être là. Merci à la Fabrique de la Cité de nous avoir invités aussi pour parler de ce projet. Alors, je teste, ouais, super. Donc on va parler pendant une petite demi-heure ensemble du projet de Miquelon. Donc je vais revenir sur où est Miquelon, ce que c'est, etc. Mais d'abord, voilà, donc Miquelon qui est concerné par un projet de relocalisation de son village en entier pour faire face, pour répondre à un enjeu de risque de submersion marine. Donc les échanges de ce matin étaient super intéressants. On pourra voir qu'il y a beaucoup de ponts qui se font avec notre projet à Miquelon. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous éclairer. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup éclairé ce qu'on a pu apprendre ce matin. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le territoire de Miquelon et puis ensuite on reviendra sur comment ce projet a vu le jour et comment il se mène aujourd'hui depuis quelques années, quelles sont les grandes étapes et comment on a réussi à embarquer aussi tout le monde dans ce projet. C'était pas une mince affaire. Donc Miquelon, c'est l'une des deux îles de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire d'outre-mer français situé dans l'océan Atlantique Nord au large du Canada. Deux îles, l'île de Saint-Pierre qui est la plus petite mais qui est la plus peuplée, qu'on voit au sud, et l'île de Miquelon-Langlade, la plus grande mais la moins peuplée également. Donc pour un ordre de grandeur, c'est 205 km². C'est l'équivalent de 2 fois la superficie de la ville de Paris. Donc voilà, on est sur une île vraiment très vaste et avec un village qui est finalement très localisé au nord sur un banc de galets. Donc à une hauteur de seulement 1 à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'où cet enjeu de submersion marine. Et un territoire qui est également marqué par sa double insularité, du fait que c'est la deuxième île finalement de l'archipel. Et donc pour s'y rendre, il faut d'abord arriver à Saint-Pierre, ce qui prend déjà pas mal de temps. On prend un avion d'abord pour Montréal, puis pour Saint-Pierre en partant de Paris. Donc déjà une journée de voyage pour arriver à Saint-Pierre, puis le lendemain seulement on prend le bateau pour aller à Miquelon. Donc voilà, une situation qui fait qu'on parle vraiment de double insularité et que ça a aussi des impacts sur la manière dont le village fonctionne. C'est un village qui s'est construit de par les activités de pêche, voilà, un territoire, même Saint-Pierre également, hein, qui a vraiment prospéré via la pêche, et d'où du coup cette implantation du village sur ce banc de galets, les maisons les unes à côté des autres pour être au plus proche de la mer, au plus proche des activités économiques. Aujourd'hui, Miquelon ne vit pas que de la pêche. C'est un village qui est donc isolé, autonome, et qui donc a ses habitants. Donc on est aux alentours de 600 habitants, mais également tous les équipements publics, tous les équipements également techniques nécessaires à son fonctionnement en autonomie. Donc on a une école, un centre médical, enfin tout ce qu'il faut, mais également une centrale EDF, une station d'eau potable, pour que le village fonctionne tout seul. C'est un territoire également marqué par son climat, donc on est sur un climat froid, venteux, un peu comme on a pu avoir ce matin, mais avoir encore plus de vent. On est sur 156 jours par an de vent violent, donc c'est vraiment quelque chose qui marque le territoire et qu'on a dû aussi prendre en compte nous dans notre projet, et beaucoup de neige également, comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà, donc maintenant que vous avez un peu le contexte, on va rentrer dans le projet, avec du coup la prise de conscience de ce risque submersion qui est arrivé finalement en 2018 avec l'élaboration du premier plan de prévention aux risques littoraux. Bon, il y a eu aussi quelques tempêtes les années suivantes, 2018 puis Fiona en 2022, qui n'a pas touché Miquelon. La photo que vous voyez là, en fait, c'est une photo qui a été prise sur les îles de la Madeleine à quelques kilomètres de Miquelon. Donc Miquelon était en alerte à ce moment-là, mais n'a pas été touché, mais a senti que c'était passé pas loin. Et donc c'est quand même un événement qui a été marquant dans cette prise de conscience. Et puis ce PPRL, le voici, la carte qui a été élaborée et rendue publique en 2018, qui classe l'entièreté du village en zone à risque. Donc plus ou moins en zone à risque, on a des zones rouges qui finalement touchent pas les zones les plus urbanisées, mais les zones bleues sont quand même concernées par une inconstructibilité. Et donc ça, c'est un document qui a alerté dès le début les habitants, parce que c'est une population qui est très attachée à son île. Pour certains, pas pour tous, mais pour beaucoup, n'envisagent pas de quitter ce territoire. Et donc leur dire votre village est inconstructible, c'est quelque chose de fort. Et surtout que c'est aussi une population qui est habituée à l'autoconstruction, qui construit sa maison dès qu'on en a l'âge pour s'installer, on construit sa maison.
Donc voilà, cette inconstructibilité, elle a vraiment été assez violente, enfin reçue violemment en tout cas par la population. Ce qui fait que en 2020, c'est les habitants eux-mêmes qui se sont organisés, ont manifesté pour réclamer en fait d'avoir un avenir possible sur leur île et se sont rendus sur une colline qui est 3 km au sud du village en disant « Notre avenir est ici ». On veut pouvoir continuer à développer Miquelon, on veut continuer à pouvoir vivre Miquelon. Notre île est grande et donc il y a d'autres endroits où on peut s'implanter que sur l'emprise du village actuel. Et ça, c'est quelque chose qui est l'un des facteurs de réussite de ce projet finalement, que c'est venu des habitants d'abord qui ont dit on veut pouvoir se déplacer. Un moment important aussi du projet, ça a été 2020, l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale qui est vraiment arrivée avec ce projet de faire en sorte de trouver une solution pour Miquelon et pour son déploiement urbain. Et donc cette volonté politique est remontée petit à petit jusqu'à l'État. Et l'État s'est donc intéressé à ce sujet et a lancé en 2022 un atelier des territoires sur lequel Métamorphose urbaine, pour qui je travaille, a pu travailler dessus en tant que mandataire. On était une équipe pluridisciplinaire à travailler sur ce sujet-là, à ce moment-là, pour le compte de l'État. On avait aussi des architectes, des paysagistes, des géographes dans notre équipe. Et on s'est rendu plusieurs fois sur le territoire sur l'espace d'un an pour travailler avec les différents acteurs institutionnels, mais également avec la population, à trouver un avenir pour Miquelon. Donc à ce moment-là, autour de la table, il y avait la ville, il y avait également les représentants de l'État via la préfecture et la DETAM, il y avait la collectivité territoriale, et puis il y a eu de nombreux temps de co-construction avec les habitants, et avec notamment les enfants aussi qu'on a impliqués dans le processus dès le début. Ce qu'il en est ressorti, ça a été c'est la concrétisation de cette volonté de se déplacer sur la même île, déplacer le village de Miquelon, mais rester à Miquelon. Finalement, on s'est rendu compte que les termes étaient importants et que pour eux, c'était pas quitter Miquelon. Miquelon, pour eux, c'était l'île, c'était pas le village. Et donc, il y avait ce site au sud, celui sur lequel les habitants étaient venus manifester, qui avait été classé dans le document d'urbanisme local. On n'a pas de PLU là-bas, c'est un STO. Qui avait été classé donc au STO comme en attente de projet global. Un peu en réponse aussi au PPRL pour quand même laisser des portes ouvertes à un déploiement sur un autre site. Et donc c'est ce site-là qui, dans l'atelier des territoires, a aussi fait l'objet d'un potentiel futur pour le village. Cette démarche, elle est aussi marquée finalement par beaucoup de temps de valorisation, de partage de ce travail-là, alors qu'on était à un moment où rien n'était engagé, ni financièrement, ni politiquement finalement, mais à chaque venue sur le territoire, il y a eu des reportages de réalisés. Il y avait un réalisateur dans l'équipe qui a fait des petits reportages documentaires, qui était finalement une manière de rendre compte de l'avancement de ce projet et d'acter finalement les décisions qui étaient prises au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, on le pense, a été déterminant finalement dans la tenue de ce projet, de finalement être transparent sur la manière dont on mène un projet et voilà, être transparent aussi sur le fait que parfois on ne sait pas, mais on essaye d'avancer quand même petit à petit. On a aussi la chance d'être sur un territoire d'outre-mer avec une télévision et une radio locale qui du coup se déplacent assez facilement dès qu'il y a un petit événement et on passe au JT et voilà, c'est aussi des temps où on témoigne devant les habitants sur le projet. Et puis on organise aussi depuis 3 ans maintenant des colloques. Donc le prochain sera en septembre, peut-être que vous aurez l'occasion de vous connecter en ligne. On ne vous demande pas de vous rendre sur le territoire, ce serait super, mais c'est un peu loin. Mais en tout cas, c'est un colloque qui se tient également à distance pour parler de ces enjeux, de comment on fait pour déplacer un village. Pour faire le point avec ce qui a été dit aussi ce matin, cette année, en septembre, le colloque fera intervenir des psychologues qui se sont intéressés au sujet
et sur voilà, les conséquences, enfin, qu'est-ce que c'est enfin, je suis moins experte de ça, mais voilà, qu'est-ce que c'est finalement, quels sont les impacts peut-être psychologiques de ce risque, de la manière dont aujourd'hui on le traite avec ce déplacement du village. Et puis, dès l'atelier des territoires, donc encore une fois, un moment où rien n'était acté et où finalement on n'avait pas une très grande connaissance du site. Il n'y avait pas encore eu d'études de sol de fait. On avait les courbes topographiques, mais sans la connaître finement. Il y a eu quand même ce besoin de dessiner, de commencer à dessiner le futur village. C'était une manière d'embarquer aussi la population avec nous. C'est aussi un dessin qui a été co-construit, co-dessiné avec les habitants, où on leur a demandé où vous voyez l'école, vos habitations, etc. Mais voilà, c'est une manière de dire, finalement, ok, on ne connaît pas tout, mais on y va, on commence à dessiner. Il y a eu aussi une maquette de réaliser, donc vous voyez une photo à droite. Ça, c'était aussi une manière d'appréhender la métamorphose de ce village, parce qu'aujourd'hui, on est sur un village sur du plat, sur du galet, et on va se déplacer sur un village en pente. On est quand même sur une colline, avec quelques mètres de dénivelé parfois au sein d'une seule parcelle, donc avec des méthodes constructives qui vont aussi devoir s'adapter à ça. Et puis la conclusion de cet atelier des territoires, qui est le plus important, c'est qu'on a voulu acter dès le début que ça devait être un projet global, qu'on ne voulait pas juste déplacer les habitations et les habitants avec eux pour les mettre à l'abri du risque, mais également tout le reste, les équipements publics, les équipements techniques aussi à terme, les activités économiques, déplacer quasiment tout. Aujourd'hui, il y a quand même quelques éléments qui, a priori, en tout cas dans une première phase, resteront sur le village actuel, le port, l'aérodrome, la déchetterie, des équipements un peu plus difficiles à déplacer, disons. Mais tout le reste doit, à terme, déménager pour se mettre à l'abri du risque. Sachant que du coup, cette zone et ce nouveau village qui se dessine, on l'a dessiné avec la règle de pas en dessous de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, c'est aussi quelque chose dont on parlait ce matin. Les projections du GIEC, elles évoluent. Il y a 2100, il y a 2200. On ne sait pas en fait 2300, 2500. Si on veut vraiment construire quelque chose de durable sur le temps long, quelle cote on se donne? Est-ce que c'est 2 mètres, 3 mètres? Nous, on s'est dit 10 mètres, comme ça, on espère que ça tiendra sur le long terme. Et puis, voilà. C'était une année d'atelier des territoires, et après, il a fallu rendre ça concret, que ça devienne, qu'on le fasse pour de vrai. Donc, il a fallu d'abord s'engager. Donc là, il y a eu un peu une suite à l'atelier des territoires. On a été prolongé pour une année. Et surtout, il y a eu ce temps fort de la charte d'engagement, où on a réuni les partenaires autour de la table, donc la ville, la collectivité territoriale et le préfet, pour signer ensemble cette charte qui listait les objectifs pour ce projet de nouveau village. Notamment, ce projet de nouveau village, il a été décidé qu'il soit réalisé sur une temporalité de 70 ans. Pourquoi 70 ans? D'abord parce que dans 70 ans, on sera à peu près à 2100. Donc ça fait écho à ces projections du GIEC à 2100. Ça fait écho aux cartes d'ALEA qui avaient été utilisées pour l'élaboration du PPRL, qui était l'ALEA 2100. Donc voilà. Et puis c'est aussi pour ne pas brusquer, ne pas imposer aux gens de se déplacer tout de suite. C'est une population aussi en partie vieillissante. Si vous n'avez pas l'énergie aujourd'hui d'amorcer un déménagement, de construire une nouvelle maison, vous n'y êtes pas obligé. Et ça pourrait être vos descendants qui entameront ce processus. Voilà, on est vraiment, et ça c'est une volonté politique, c'est pas nous qui le portons, mais dans ce souhait de ne pas brusquer, de laisser les gens aussi être acteurs de ce projet. Et dans cette charte, il y avait aussi un certain nombre d'objectifs qui permettaient d'arriver donc à cet objectif global de déplacement du village en entier. Et ces objectifs, ces sous-objectifs finalement, ils font l'objet d'un observatoire. Chaque année, en septembre, on regarde où on en est de ces objectifs. Est-ce qu'on les a tenus ou pas? Ça nous permet d'avoir un suivi sur le temps long, sur ce qu'on aura réussi à faire, ce qu'on n'aura pas réussi. Et c'est une manière de s'évaluer aussi dans ce projet qui est un peu hors norme quand même.
aujourd'hui en France. Enfin, c'est un observatoire aussi qui pourra permettre peut-être à d'autres territoires d'en apprendre sur ce qu'on pensait être facile et qui n'a finalement pas été. Qu'est-ce qu'on a réussi à l'inverse à bien mettre en place, etc. Et suite à cette charte, il y a eu une année de montage opérationnel, donc réunir les partenaires, les financeurs. La particularité de ce projet, c'est aussi que c'est un projet en régie. C'est la commune de Miquelon-Langlade qui est maîtrise d'ouvrage, avec des appuis techniques de la part de la DETAM, donc l'équivalent de la DDT locale, de la collectivité territoriale, du préfet, qui sont aussi facilitateurs dans ce projet. Mais c'est la mairie qui porte vraiment toute seule. Et à la mairie, on a un chef de projet du nouveau village, un poste qui a été cofinancé par la Banque des Territoires. Et sinon, c'est tout. C'est la seule personne qui travaille sur le sujet. Après, on est en lien direct avec les élus. Donc on parlait ce matin aussi de la gouvernance pour le projet de la presqu'île, qui avait été un élément déterminant pour voilà, faire avancer dans la manière dont ça avance aujourd'hui. À Miquelon, c'est aussi quelque chose qu'on veut retenir, cette gouvernance qui est assez particulière, où on est vraiment en direct, qui implique aussi une implication de notre part, de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais aussi une implication de l'autre côté de la ville, des élus directement et des autres agents de la DETAM, etc., qui fait que ça avance bien et que ça avance tout court même. Voilà. Une fois tout ça, on a pu lancer donc on est maintenant dans une phase d'accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine, un accord cadre de 3 ans renouvelable une fois, dont on est mandataire avec Métamorphose urbaine. On est toujours accompagné de paysagistes, d'architectes, de géographes. On n'est pas tous seuls, on est quand même une équipe pluridisciplinaire pour travailler sur ce sujet assez particulier. Et les premières étapes, ça a été une première phase qu'on a appelée urgente, qui a été de réaliser 15 premières parcelles le long d'une route existante, des parcelles résidentielles. Alors, il faut savoir que du coup, comme c'est une population qui a l'habitude de construire sa maison, dans le projet d'aménagement, nous, on ne construit pas. On livre seulement des parcelles urbanisables qui sont cédées ensuite aux habitants et qui construisent eux-mêmes. Et donc, dans la temporalité, ce qui est intéressant, c'est que cet accord cadre, il a été lancé en 2024. Et aujourd'hui, les photos que vous voyez en bas, ce sont les premières maisons. Et c'est des photos qui datent de cet hiver. Les premiers ménages sont prêts à emménager ce mois-ci ou le mois prochain. Donc on a vraiment été très vite. Et c'est aussi lié à cette gouvernance qui fait qu'on s'y est tous mis à fond. Mais voilà, en 2 ans, on a déjà des ménages qui déménagent. Et puis, il y a eu aussi, parce qu'on avait des habitants qui étaient déjà prêts, qui étaient déjà impliqués dans ce processus depuis l'atelier des territoires, mais il a fallu quand même embarquer tous les autres. Toute la population n'était pas non plus impliquée. Et donc pour ça, il y a eu plusieurs actions un peu symboliques. La réalisation d'un cheminement piéton qui parcourt le site et qui est finalement une manière de donner accès à ce site et de mettre des premiers usages sur ce site-là. On a eu aussi, on a continué à travailler avec les enfants, avec un moment un peu festif de marche du village actuel jusqu'au nouveau. Bon, c'est très symbolique, mais finalement, c'est comment on accompagne aussi cette population dans cette transition. On ne travaille pas juste, nous, en silo, on essaye vraiment d'être tout le temps en lien avec les habitants. Quelques petites actions symboliques également, des panneaux d'information sur site ou à la mairie, le déplacement du panneau d'entrée d'agglomération, et puis des petits panneaux qui préfigurent les premières parcelles. Et voilà cet accompagnement dont je parlais, donc les pionniers, c'est la manière dont ce terme est arrivé assez rapidement, la manière dont on appelle les premiers habitants qui déménagent. Eux bénéficient d'un accompagnement quand même un peu plus poussé. Donc il y a des temps quand on va sur le territoire où on les rencontre en groupe ou individuellement. On a donc une personne dans l'équipe qui est architecte spécialisée dans la construction zéro carbone, qui essaye de les accompagner dans leurs projets constructifs et essayer de aussi changer les méthodes pour construire de manière plus vertueuse.
Et puis voilà, la suite, après cette première phase où on a donc livré les 15 premières parcelles, c'est une deuxième phase dont on a rendu le permis d'aménager cette année, qui sera un peu plus conséquente. On aura des nouvelles voiries, on aura 80 parcelles résidentielles et d'équipements, donc là qui sera réalisé en plusieurs tranches opérationnelles, mais qui permettra une vraie première étape de déménagement d'un village et pas juste des habitants. Et puis un plan guide qui a été aussi réalisé à l'échelle notamment du nouveau village, mais également et qui a été co-construit avec les habitants, qui sont venus participer à des ateliers où ils dessinaient aussi avec nous. Et puis on n'a pas oublié aussi le village actuel. Là-dessus, on est un peu plus en amont. On a commencé à y réfléchir que cette année, mais ce village actuel, il a quand même vocation à être déconstruit, puis renaturé. Et voilà, on est encore en train de réfléchir aujourd'hui à comment on le fait, comment on accompagne aussi la population là-dedans, qui, même si certains sont prêts à déménager, ce sera quand même quelque chose de voir sa maison déconstruite. Donc voilà, c'est des choses, on est encore en cours. On a rédigé cette année un plan de renaturation qui vient cibler les différents types de renaturation selon les zones. Et voilà où on en est. Donc si on devait retenir certains points, je ne sais pas où j'en suis niveau timing, mais de ce projet, c'est que les enjeux principaux, ça a été d'accompagner les habitants, donc dès le tout début, qui se sentent impliqués dans les prises de décision, de pourquoi on fait ça, comment, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, au fil de toutes les phases opérationnelles et moins opérationnelles, accompagner les habitants, ménager le site. On anthropise quand même un site qui est aujourd'hui naturel avec tous les enjeux écologiques que ça pose. Donc là, j'en ai moins parlé, mais évidemment, on a une évaluation environnementale, etc. Et on essaye quand même au maximum de préserver cet environnement. Et puis mettre en place une transition écologique du village. Et oui, si on devait retenir les facteurs de réussite, c'est le fait qu'on a quand même une géographie particulière à Miquelon, avec ses documents d'urbanisme propres, un foncier qui est maîtrisé à 100%, et puis un territoire, à la fois un village qui est concerné à 100% par le risque, mais quand même sur le périmètre de la commune, d'autres sites qui sont hors risque. Et ça, si on doit faire le parallèle avec d'autres communes qui sont sujettes au risque submersion marine aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai qu'on est quand même conscient de ce facteur-là sur Miquelon. Un facteur quand même sociétal, avec une population qu'on a maintenue informée du projet, mais qui s'est aussi d'elle-même impliquée là-dedans. Et puis, voilà. Un portage politique fort et un portage financier aussi fort de la part de l'État. Je pourrais développer, mais on va peut-être en rester là. Merci.